terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. 13h04 sur Sud Radio, nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec André Berkov qui reçoit aujourd'hui deux invités pour le face-à-face. Bernard Monod, économiste, vice-président du Cercle national des économistes, ancien eurodéputé, qui vient nous voir pour son livre L'Eurovision pour les peuples de l'Europe fédéraliste à l'Europe des patries. C'est aux éditions Muller. Et nous avons aussi avec nous en plateau Lucien Cerise pour son livre Ukraine, la guerre hybride de l'OTAN. Bonjour à tous les deux. Voilà. Ukraine, la guerre hybride de l'OTAN, qui est paru aux éditions Culture et Racines. Et je suis très heureux de vous avoir tous les deux. Alors, ce sont des sujets différents, mais enfin, quand même, tout se passe en Europe, en tout cas en l'occurrence. Hein. Et on est au lendemain d'élections européennes. Je ne vais pas vous faire discuter politique. Je trouve que vos livres, c'est plus important. Je veux dire, c'est lié, bien sûr, que l'actualité politique, bien, même si elle est très chaude. D'abord, Lucien Cerise, c'est intéressant parce que votre livre, qui m'a passionné, vous avez commencé à l'écrire en 2017, c'est bien ça? Non, en 2014. En 2014, voilà, exactement. Vous l'avez publié
Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. L'information. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Bien, mesdames et messieurs, avant de continuer notre discussion avec Bernard Monod et avec Lucien Cerise, petite annonce d'un divorce annoncé, effectivement. Éric Ciotti vient de dire, le président des Républicains vient de dire qu'il faut une alliance avec le Rassemblement National, et Olivier Marleix vient de dire ses propos n'engagent que lui. Voilà. Nous vous tiendrons au courant de ce que vont dire les conjoints dans les heures à venir. Mais pour le moment, concentrons-nous sur l'Europe, parce que c'est l'Europe qui a les élections qui ont donné tout ça. Alors Bernard Monod, vous avez écrit, alors vous avez été député européen, je le rappelle, vous êtes économiste, vous connaissez bien les arcanes bruxelloises, c'est intéressant, vous avez travaillé sur les marchés financiers. Alors cette élection européenne, ça vous a inspiré quoi ? Comme les précédentes, un grand bluff. Je l'ai compris en étant effectivement... Ah, vous dites que c'est un bluff, là, ce qui s'est passé. C'est un grand bluff qui s'est passé, qui était, j'avais déjà annoncé avant que les élections du 9 juin. Et en réalité, tout ça, pour ne rien changer, il va rien se passer du tout. Au contraire, l'agenda euro-atlantiste va continuer à avancer. Je le dis à vos auditeurs. Ce qui va se passer, c'est d'ici la fin de l'année, la réunion du Conseil européen qui va se constituer en convention pour faire passer le projet que j'avais dénoncé, moi, le scandale que j'avais dénoncé déjà en novembre lors des votes qui avaient eu lieu à l'Assemblée, déjà au Parlement européen, puis en décembre à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire de préparer la fédération européenne, c'est-à-dire un véritable... Vous dites que ce projet fédéraliste européen va avancer, là. Il est dans les cartons. Il y en a un qui trépigne, c'est Mario Draghi, vous savez, l'ancien Premier ministre italien, puis président de la Banque Centrale Européenne, etc., qui est l'homme... de Goldman Sachs, Europe. Enfin bon, il est passé par toutes les arcanes de l'atlantisme et donc il est là pour remplacer probablement Ursula von der Leyen, qui va être probablement écartée et qui sera promue par le PPE, le groupe qui le groupe majoritaire, donc le Parti populaire européen, dans lequel figurent justement les LR. Et donc probablement il va être élu et dans les 6 mois à 1 an qui viennent, ils vont passer la convention au Conseil européen des chefs d'État. J'en profite pour préciser que Macron conserve les compétences de défense et des affaires étrangères, y compris si le gouvernement est d'opposition. Oui, bien sûr. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. C'est des domaines réservés, on le sait. C'est pour ça que les centres des décisions vont être maintenant au Conseil européen, où tout va se décider pour l'avenir de l'Europe. Et j'en profite pour préciser que l'Union européenne n'est pas l'Europe. C'est ça qu'il faut bien comprendre. L'Union européenne est une organisation administrative artificielle conçue depuis des décennies, depuis Maastricht, Lisbonne et bien avant déjà. Et tout a été organisé. Donc ce qui se passe là depuis le 9 juin, moi ça ne m'étonne pas du tout. On est dans l'agenda euro-atlantiste et l'étape suivante, c'est la Fédération européenne. Alors Bernard Monod, vous dites que ce qui s'est passé notamment en France, et notamment cette poussée de ce qu'on appelle certains le populisme, d'autres la droite ou l'extrême, ne change absolument pas la donne. Rien du tout. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est la Commission européenne qui a le monopole absolu législatif et l'exécution des missions, donc d'exécution. Donc c'est un petit peu comme si vous aviez l'Assemblée nationale en France plus le gouvernement réunis en un seul institution. Donc ils sont jugés partis et on l'a vu au moment des contrats avec les Big Pharma et compagnie. Absolument, plus imposer la réforme des retraites, imposer la réforme de l'assurance chômage, évidemment faire un saccage social sur tout le système de protection sociale français, et donc Macron a obéi au doigt et à l'œil. Macron est un fonctionnaire de Bruxelles, il faut en être persuadé. Et donc il est aux ordres de Bruxelles et aux ordres de Washington, et probablement également, moi je le dis, c'est un agent EPAC,
L'EPAC, c'est donc la commission des affaires publiques israélo-américaine. Et donc on voit bien que tous les actes qu'il a fait depuis 10 ans, à la fois à l'époque de Hollande, puis après président de la République, c'était toujours en faveur de l'économie américaine. Ouais. Vous voulez dire que, vous allez loin là, en besogne. Vous dites que carrément Macron est je dirais pas à la solde, mais il est à la traîne, il obéit à... Déjà, il est fonctionnaire de Bruxelles, dans les faits. Il est effectivement président de la République, mais fantoche. Non, dans les faits, on peut pas dire. Il n'est pas structurellement... Mais quand vous obéissez aux ordres permanents d'Ursula von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne, qui donne quand vous l'amenez voir Xi Jinping, effectivement, et quand vous recevez Xi Jinping, elle est là, Ursula von der Leyen, c'est ça? Exactement. Donc il y a une occupation administrative et de Bruxelles en permanence. Donc vous dites que, en fait, je caricature bien sûr, mais à peine, cette élection n'a servi à rien. À rien. Absolument, c'est une mascarade, ça fait des années que je le dis, c'est une mascarade pseudo-démocratique, on fait croire aux citoyens européens qui vont voter, qui vont élire leurs représentants, etc. Certes, ils sont là, mais ça reste des députés potiches, qui n'ont aucun pouvoir. Le Parlement européen est totalement impuissant, puisqu'encore une fois, c'est le monopole absolu des pouvoirs, les pleins pouvoirs sont à la Commission européenne. Alors, d'où la transformation de la Commission européenne en Fédération européenne très prochainement. Alors on va voir, on va suivre ça, bien sûr. Lucien Cerise, à votre avis, y a-t-il d'autres enseignements à tirer de cette élection, de ces élections européennes qui ont eu lieu dimanche? Oui, parce que bon, en fait, alors, il se peut que ça ne change pas grand-chose, au parcours, à la trajectoire que prend l'Union européenne. On peut s'inquiéter effectivement de la transformation en fédération, etc. Bon, malgré tout, là on voit en fait qu'il y a quand même beaucoup de réactions négatives au scrutin, puisque certains y voient le retour du fascisme, le retour de la bête immonde, et avec le succès des partis dits populistes, c'est vrai, en Allemagne, en Autriche, en Angleterre même, l'Angleterre n'est plus là, mais en France et ailleurs, c'est ça. C'est ça, voilà. Et donc là, depuis dimanche soir, effectivement, vous le mentionniez tout à l'heure, il y a des manifestations, et puis des déclarations un peu grandiloquentes. Oui, la peste brune est en train de gagner. Voilà, c'est le retour des années 30, on a l'impression effectivement qu'on est vraiment là, au bord, je dirais, de la deuxième guerre, la troisième guerre mondiale, ou au bord de quelque chose de très 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 grave. Sachant que, en fait, alors, ce qui est fou, c'est que c'est la contestation là de la voix du peuple, puisque en fait c'est par un scrutin démocratique. Alors il y a peut-être des trucages, j'en sais rien, mais ça reste proportionnel et un tour. Ouais. Donc en fait on peut s'inquiéter justement, alors pour faire le lien avec l'Ukraine, on peut s'inquiéter de la révolution colorée qui nous pend au nez, parce que les révolutions colorées commencent avec des manifestations. Vous dire qu'on peut avoir en France une révolution colorée? Oui, bien sûr, oui. En cas de victoire, par exemple, du Rassemblement national ou de tout autre parti de type souverainiste, populiste, nationaliste, patriotique, peu importe le terme, en fait, de toute façon, ce sera toujours trop, en fait, pour les mondialistes et les wokistes et la gauche caviar, en fait, comme on disait à une époque, toute cette gauche effectivement bourgeoise, et qui en fait refuse donc le verdict des urnes, et qui a commencé effectivement à s'engager dans la rue. Ils sont minoritaires, mais il faut pas. Est-ce qu'il faut faire attention? Ces manifestations sont minoritaires. C'est pas le peuple qui est descendu dans la rue en disant attention, halte au fascisme. Mais ça. Les révolutions colorées sont toujours réalisées par des minorités actives. Je veux dire, les nazis en Ukraine sont une minorité. Quand ils se présentaient aux élections, ils font 5% maximum. Et même parfois, ils arrivent même pas à se présenter aux élections, où ils sont obligés de faire des coalitions, etc. Et puis, j'ai bien étudié le sujet. C'était l'objet de mon livre. Donc, effectivement, ce sont des minorités de toute façon. Alors, que ce soit dans les anciens pays du bloc communiste, comme en Géorgie aussi, ou
ou que ce soit dans les pays du monde arabo-musulman, puisqu'en 2011, il y a eu une série de coups d'État, maquillés aussi en révolution populaire, et c'est passé à la postérité sous le terme de printemps arabe. Ouais. Donc bon, enfin, j'en parle un petit peu aussi dans le livre, parce que bon, en gros, c'est la même méthode. C'est copier-coller dans tous les pays, à chaque fois. Des minorités agissantes, quoi. Des minorités agissantes, et puis donc des gros plans. Pour les médias, on fait des gros plans sur des jeunes, plutôt sur des jolies filles, et puis sur en fait des braves gens qui sont dans la rue, qui ont l'air totalement inoffensifs. Et pendant ce temps-là, effectivement, vous avez des gens, ensuite des groupes de combat, plus ou moins paramilitaires, bien entraînés, et qui eux, passent à l'attaque, et attaquent les forces de l'ordre, et puis commencent à, défoncer les portes des ministères. On appelle ça les Black Blocs. Alors en France, voilà, c'est ça. Donc en fait, cette armée de casseurs peut être recrutée à l'extrême gauche, à l'extrême droite, comme en Ukraine, ou dans les milieux islamistes. Absolument. Donc en fait, ce sont les trois branches aujourd'hui des réseaux gladiaux, en quelque sorte, des réseaux néo-gladiaux. Les réseaux gladiaux, on tire les ficelles derrière pour organiser. Effectivement, vous avez raison. Il faut quand même toujours rappeler que combien de nazis en Allemagne en 1910, 5%. Combien de bolcheviks en Russie, combien de fascistes en Italie, etc. dans les années 1900 et quelques. Écoutez, on va continuer à en parler effectivement, et de l'Europe avec Bernard Monod, et de la guerre hybride. D'ailleurs, tout ça quelque part se rejoint avec Lucien Cerise après cette petite pause. À tout de suite. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et je ne suis pas le seul, vous aussi, je le sais, auditeur résistant de Sud Radio. Et nous sommes avec Lucien Cerise, auteur de Ukraine, la guerre hybride de l'OTAN, paru aux éditions Culture et Racine. Il faut lire, ce sont des bouquins de fond, comme celui de Bernard Monod. Il faut lire les bouquins de fond, vous savez, c'est très bien ce qu'on vous dit, etc. Mais n'oubliez jamais que ce qui est l'essentiel, c'est le travail de fond. C'est le travail qui consiste à aller vraiment chercher, trouver des faits, des connexions, et les transmettre. Ce que fait aussi Bernard Monod avec l'Eurovision pour les peuples. Mais alors, Bernard Monod, quand vous dites est-ce que c'est vraiment jouer l'Europe fédéraliste? Je crois que vous allez un peu peut-être vite en besogne là-dessus. Et qu'il y ait des plans qui sont peut-être sortis des cartons, c'est clair. Est-ce que franchement c'est joué? Est-ce qu'il n'y a pas justement soit un retour des peuples, soit en tout cas on le sent dans ces élections. Ce qui était intéressant effectivement, c'est pas l'appareil, tout ce que vous dites sur l'appareil, la technique et l'Union européenne, et le Conseil européen et la Commission, etc. Mais les gens quand même se sont exprimés, ils auraient pu... Effectivement, il y a les abstentions, mais ils auraient pu rester chez eux. Il y a quand même quelque chose qui s'est passé dans cette Europe dimanche. Un fractionnement, mais bon, vous savez, la percée du RN, ils sont passés de grosso modo 23... il y a 10 ans, on était déjà à 23%, à 89, oui. Donc à 32%, à 32%, vous rajoutez les 5%. Non, mais je parle en général, oui, et puis, je voudrais bien faire comprendre à vos auditeurs que la France, c'est 1/25e de l'Union européenne. Donc le fantasme de croire que même si en France, on arrivait à une majorité de plus de 50%, il se passerait rien. De toute manière, encore une fois, techniquement, au niveau c'est européen. La Commission, absolument, oui. La Commission européenne à 100% des pouvoirs. Donc c'est une illusion qui est vendue aux citoyens, et qui marche parce que tout le monde s'emballe, etc. Mais il se passera rien. Et moi, je vous dis, je fais le pari, et j'espère avoir tort, j'espère le perdre, que la Fédération européenne est déjà dans les cartons. Ça a été déjà voté, et aussi bien à l'Assemblée nationale qu'au Parlement européen, et que la Commission européenne va être remplacée par la Fédération européenne. Et je pense que c'est Mario Draghi qui va en prendre la tête. Attendez, Bernard Monod, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de frontières, il n'y aura plus un pays, l'Europe? Il n'y aura plus. Est-ce que ça arrive à ça? Le jour où la signature de la Fédération européenne est votée au Conseil européen,
ça peut très bien arriver d'ici la fin de l'année, oui. Eh bien, c'est la fin de la France, juridiquement. Ce sera la fin de 1000 ans de nation française. Oui, vous voulez dire que les frontières vont exister, mais le pouvoir ne va plus être dans les nations, enfin chez les nations. Mais juridiquement, ce sera définitivement transmis à Bruxelles. Et donc, et vous allez voir, dans 1 an ou 2 ou 3 ans, Macron tentera qu'il restera jusqu'au bout, à moins qu'il soit destitué. Ce qui n'arrivera pas, même si le RN est majoritaire, eh bien, il aura l'ambition de devenir président de la Fédération européenne après Mario Draghi. Mais pardon, ça veut dire que et ce n'est pas un point de détail, la France perd son siège au Conseil de sécurité. La suite, vous avez tout à fait raison. L'étape suivante, c'est que la Fédération européenne va réclamer, bien entendu, en tant qu'entité juridique et personne morale, va réclamer, bien entendu, de substituer l'État fédéral à la France, qui a ce siège permanent depuis 1945, et donc grâce à l'URSS, quand même, il faut quand même le rappeler. Hein. Et donc on perdra notre siège, et l'étape suivante, ce sera que la Fédération européenne réclamera la dissuasion nucléaire française au nom de la défense européenne. On communique la dissuasion nucléaire. Absolument, ce sera partagé. D'ailleurs, vous avez entendu Macron déjà évoquer ça dans la défense européenne, la souveraineté européenne, enfin... Alors, toute la mécanique est là. Lucien Cerise, revenons à l'Ukraine. Cette guerre d'attrition qui dure déjà depuis 2014, vous le rappelez, et non sans raison, est-ce qu'au fond, aujourd'hui, tout se passe comme si les dés étaient non pas pipés, mais oui, déjà pipés, mais que la guerre est pliée et qu'on fait semblant jusqu'à quand? Élections américaines et tout, qu'est-ce qui se passe là? Nous assistons à quoi aujourd'hui? Justement, en fonction des plans de l'OTAN, en fonction de la Russie aussi, qui a son rôle de grande puissance, etc. Je pense que en fait, comme il n'y a plus de pilotes dans l'avion. Donc où il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs plutôt. Voilà, oui. Ouais. Parce que on voit bien que les déclarations bellicistes de Macron sont désavouées par Stoltenberg, enfin Jens Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN. Donc alors on pourrait peut-être, on pourrait imaginer que en fait il y a une répartition des rôles, un peu le principe là du méchant flic et du gentil flic, et qu'il y en a un qui doit provoquer en parole, et pas qu'en parole d'ailleurs, la Russie, avec des instructeurs, etc. Voilà. Oui. Sachant que tout ça existe depuis 2014. Encore une fois, en fait, c'est sourcé dans mon livre. Il y a des instructeurs de l'OTAN depuis 2014. Depuis 2014, oui. D'accord. Oui. Et il y a aussi des fonds d'investissement de l'OTAN depuis 2014 qui viennent en fait alimenter les structures militaires ukrainiennes. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un travail de militarisation et de bunkérisation de l'Ukraine. C'est pour ça aussi que d'ailleurs l'armée russe progresse lentement, parce qu'en fait il y a tout un tas de villes qui ont été fortifiées, ou de petites, ou parfois de villages, et donc il y avait une sorte de ligne Maginot qui a été construite sur la frontière du Donbass, et puis on a entendu parler aussi des 12 bases de la CIA là à la frontière nord-est, à la frontière russe. 12 bases, ça a été confirmé d'ailleurs par les journaux américains, etc. Oui. Et puis des laboratoires aussi de recherche sur les armes chimiques ou sur les armes biologiques. 29. 29 laboratoires, dont la moitié américains. Voilà, oui. Alors j'avais plus le chiffre en tête, merci. Mais avec d'ailleurs une forte implication de Joe Biden et de son fils, qui est Burisma. On se rappelle Burisma, etc. Oui. Et donc il y a tout ce travail effectivement de militarisation, de transformation de l'Ukraine en base militaire. En militarisant les civils, mais pardon, Lucien Cerise, l'achat des terres et des millions de milliers d'hectares de terres, les terres de blé par BlackRock, Monsanto, BlackRock et compagnie, c'est pas l'OTAN, ça?
Non. C'est la politique américaine. Oui, mais c'est-à-dire qu'en fait, le coup d'État, enfin les deux coups d'État, enfin les deux révolutions colorées de 2004 et celle de 2014 ont ouvert l'Ukraine au grand capital aussi, et pas uniquement à l'OTAN. Tout ça, ça va ensemble de toute façon. Donc, effectivement, la révolution colorée de 2004 n'a pas suffi, et donc 10 ans plus tard, il y en a une seconde qui d'ailleurs commence en réalité au printemps 2013, parce qu'en général, on l'a fait commencer en novembre 2013. En fait, elle commence au printemps avec les mêmes agitateurs, les trois figures de l'Euromaïdan, qui étaient donc Arseny Yatsenyuk, donc l'homme de la banque, Vitaly Klitschko, donc le boxeur à la retraite, là, qui lui, c'était vraiment l'homme de Merkel, en fait, l'homme des Allemands, l'homme d'Angela Merkel. Voilà. Oui. Et puis Oleg Tiagnibok, donc le président du parti Svoboda, donc du parti néo-nazi Svoboda, qui organise des événements en fait déguisés, en portant des vêtements de la Waffen-SS. Bon, carrément. Oui. Tous les ans en fait, ils font une journée souvenir en mémoire en fait des Ukrainiens de l'unité de l'unité de supplétifs ukrainiens de la Waffen-SS. Voilà, et donc avec aussi tout l'imaginaire. Les Bandera et compagnie, le souvenir de Bandera, etc. Oui, c'est en tout cas donc juste pour vous, ça va continuer en tout cas. Oui, ça va continuer parce que effectivement, là-dessus vient se rajouter en plus le lobby LGBT, en fait, qui est très présent à l'OTAN, et qui a bien. Il y a un lobby LGBT. Vous voyez, vous en parlez dans votre livre, mais il est vraiment important ce lobby LGBT à l'OTAN. Oui, et on peut le voir justement à l'œuvre, toujours pareil, donc en Ukraine depuis 2014, puisque à la suite du coup d'État, en fait, il y a tout un arsenal juridique pro-LGBT qui a été implémenté dans le droit. Ukrainien. D'accord. Et puis les premières Gay Pride commencent en 2014 également. Mais en quoi ça va dans l'effort de guerre, ça? Moi, j'ai rien contre, c'est pas le problème. Pourquoi pas des manifestations LGBT? Mais qu'est-ce que ça amène à la stratégie de l'OTAN, ça? Je ne vois pas. Alors là, c'est plutôt sur le versant de la guerre psychologique. Alors même s'il y a eu une unité de combattants LGBT, ça c'est assez surréaliste. Ils ont leur site. En fait, c'est un syndicat de soldats LGBT. Le site est en 3 langues, donc ukrainien, anglais et français. Là, je ne sais pas pourquoi. Mais les Russes, ils sont pas là. Ils ont viré la langue russe. Donc c'est, en fait, tout est possible à notre époque. On est vraiment dans une époque intéressante. Mais c'est plutôt là, effectivement, le LGBT sert en fait à poser la ligne de démarcation de l'Occident aujourd'hui. Ah oui, c'est ça. C'est-à-dire les frontières de l'Occident et de l'OTAN sont les frontières du LGBT. Poutine n'a pas du tout pris cette position, donc comme ça permet un clivage. Oui. Tout à fait. Le mur des valeurs. Le mur des valeurs. Alors justement, Bernard Monod, vous parlez l'Europe des patries, etc. Mais alors, l'Europe des patries, elle est mal barrée, puisqu'on parlait de valeurs. Si selon vous, c'est pratiquement, vous ne dites pas que c'est plié, vous espérez avoir tort, effectivement, mais alors qui défend l'Europe des patries, à part les souvenirs du général de Gaulle qu'on évoque tout le temps, mais ça suffit pas, les totems. En France, aujourd'hui, personne. Je ne vois personne, en tout cas de visible. Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est prendre de la hauteur sur les grands événements. Depuis 2008, il y a eu un premier coup de semonce, c'était la crise, le Big Bang mondial sur les banques, la finance, qui est partie des États-Unis. 2008, vous parlez des subprimes, oui. Depuis 2008, tous les pays qui ne veulent plus être sous l'hégémonie et la suprématie du dollar se sont organisés, donc ils ont mis environ 10 ans. Et là, depuis 3 ans, et notamment depuis l'année dernière, ils se sont constitués dans l'organisation des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, plus 5 autres pays, dont l'Arabie Saoudite, etc. Il y a 35 autres pays qui tapent à la porte pour rentrer dans l'organisation. Il y a un sommet des BRICS en ce moment, des puissances des affaires étrangères. Exactement, et le gros sommet, l'année dernière c'était Johannesburg, en août 2023, et là ce sera à Kazan, en Russie, puisque la présidence est tenue cette année par la Russie. Non mais d'accord. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le pouvoir, l'hégémonie et la suprématie américaine grâce au dollar est en train de s'effondrer.
Le pétrodollar n'existe plus déjà dans tous les échanges dans les BRICS. Leurs contrats sont en yuan, etc. Donc les achats de gaz, de pétrole. C'est fait, c'est à ce point-là, parce que le dollar existe encore. Faut pas. Non, mais entre eux, ils commercent déjà donc en yuan, et puis ils vont créer leur prochaine monnaie commune entre eux, qui sera probablement gagée sur les matières premières et sur l'or. Ça sera annoncé, je sais pas quand, mais en tout cas c'est l'agenda, en tout cas qu'a les BRICS. Donc nous avons une opposition frontale en fait entre les deux blocs, c'est-à-dire le G7 qui pèse de moins en moins. Donc le G7 c'était les 7 pays occidentaux, et puis les BRICS de l'autre côté qui deviennent de plus en plus puissants. Le poids économique des BRICS est déjà passé en faveur des BRICS depuis 2022. Donc l'Occident est en train de s'effondrer par son surendettement, et donc c'est bien pour ça que j'ai intitulé mon livre il y a déjà 5 ans, Le patriotisme ou la banqueroute. L'Occident n'a pas voulu faire de patriotisme, on a fait du mondialisme, et nous allons connaître la banqueroute. C'est peut-être ça, paradoxalement, qui va nous libérer, parce que ça va être le chaos financier, bancaire, monétaire. Je signale à vos auditeurs que l'euro numérique est déjà prêt. Le moment où le système bancaire tombera, probablement dans des émeutes ou des insurrections, etc., ils imposeront l'euro numérique comme ils imposeront le dollar numérique, etc. C'est une manière. On a déjà parlé. Ursula von der Leyen nous aussi. Nous travaillons dessus au Cercle national des économistes. On a théorisé et on a rendu ça pratique. Et en fait, c'est une manière d'enfermer la population dans une monnaie qui vont être obligés d'utiliser, qui sera versée par la Banque centrale européenne. C'est ça, en fait, le grand danger, et donc la mise en place d'un projet totalitaire, économique, social, monétaire et financier. Oui, on verra si ce pire, parce que c'est un pire. J'espère avoir tort, mais malheureusement, les faits me donnent raison. Lucien Cerise. Oui. Là, en fait, on va jusqu'au transhumanisme. Après, c'est-à-dire que là, les monnaies numériques, c'est dans l'agenda du Forum de Davos, donc théorisé par Klaus Schwab, qui parlait de la 4e révolution industrielle. C'est-à-dire en fait l'informatisation de la société et le contrôle. Voilà, oui, et puis l'informatisation de la nature, même, allons jusqu'au bout, avec effectivement un projet utopiste d'organisation scientifique de la société. C'est toujours le projet des utopistes. Vous le disiez aussi, Lucien, sur la disparition de la biologie, et puis voilà, les implants. Oui, parce que pour l'instant, on peut payer par exemple avec le smartphone, avec le téléphone portable. L'étape ultérieure, c'est payer en posant votre main, parce que vous aurez la puce électronique à l'intérieur de la main. Mais c'est surtout payer avec quelle monnaie ? Si on transforme l'euro en euro numérique, donc ce sera toujours la Banque centrale européenne qui mettra la monnaie, et donc on sera soumis totalement à un régime financier totalitaire. Et puis avec le pire, c'est la monnaie fondante. Mais c'est ça, et c'est exactement leur projet. En fait, on sera obligé en fait, ça interdit l'épargne. Donc les résistants devront opter pour le cash, c'est ça. Sauf s'ils suppriment l'euro, le dollar ou la livre sterling. C'est intéressant. On parlera du Brexit en fin d'émission, mais pour le moment, une petite pause. Oui, et puis vous aurez la parole, évidemment. Je crois qu'il y aura David avec nous au 0826 300 300 dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio. Très bien. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h avec André Berkov, avec Bernard Monod et avec Lucien Cerise qui sont nos invités aujourd'hui. Puis avec bien sûr David qui nous appelle au 0826 300 300. Bonjour David. Bonjour David. Bonjour André, merci pour votre émission. Bonjour Bernard, bonjour Lucien, et puis bonjour Esteban aussi, qu'on n'entend pas trop. J'ai une petite question toute simple. Je vous écoute depuis le début, et quand vos invités parlent depuis 2014, il y a un peu tout qui est décidé. Aujourd'hui, est-ce que ça sert encore de voter aux européennes ou pas, ou ailleurs ?
Alors, bonne question. Bernard Monod, je suis sûr que vous allez dire non. C'est une excellente question. Je réponds non. Je l'avais déjà dit avant les élections de 2019 et de 2024. Je suis bien placé pour le savoir, parce que ancien député européen, j'ai été élu à l'époque, j'y croyais. Non, en fait, d'abord, il faut retenir que 48% des Français n'ont pas voté, donc ils ont intuitivement ils ont voté quand même. Il faut pas toujours être négatif, cher Bernard. Non, mais c'est une réalité. On parle de faits là. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont compris que c'est totalement inutile et que le Parlement européen ne sert strictement à rien. C'est une structure impuissante et les députés européens sont fantoches. Voilà, je le dis. Oui. Simplement une chose avant de passer la parole à Lucien Cerise. Je pense que ça a quand même une grande utilité, ces élections européennes. Ça a permis de provoquer la dissolution et de provoquer en tout cas en France, à l'intérieur de la France, même si ça change rien au niveau de l'Europe, ça a promis quand même une onde de choc qui n'est pas négligeable. Donc rien que pour ça, c'est pas mal d'aller voter. Mais sur le fond, je comprends ce que vous dites. Lucien Cerise. Alors j'ai une autre approche sur le plan méthodologique, on pourrait dire. Non, c'est-à-dire qu'en fait, j'applique la théorie des jeux. C'est-à-dire que en fait, si moi je ne vote pas, de toute façon, les autres voteront à ma place, en quelque sorte. Donc je suis pris en fait dans un système concurrentiel donc dans lequel mécaniquement l'abstention de toute façon favorise le plus fort. C'est-à-dire que pour moi l'abstention, c'est pas pour moi, c'est a une fâcheuse tendance en fait en réalité à favoriser le favori. C'est-à-dire donc à partir de là, c'est une sorte de vote par procuration. Donc en 2022, le favori à la présidentielle c'était Macron, l'abstention a favorisé Macron. Là cette année, le favori c'était le RN, ou Bardella. Donc l'abstention en réalité a favorisé le RN. Ça change, le paysage, l'environnement est pas toujours le même. Vous auriez raison si le Parlement européen avait du poids politique. Or, il n'en a aucun. Il n'a aucun droit de veto. Et en fait, qui que vous votiez, ça profite à la Commission européenne au final. Donc tout ça, c'est du vent. C'est-à-dire que en fait, vous parlez à l'échelle européenne, et Lucien Cerise parle à l'échelle française. Et c'est intéressant. C'est deux choses différentes. Là, vous êtes dans deux échelles différentes. C'est les symptômes politiques nationaux, mais tout ça ne change rien dans l'absolu, selon moi. Non, mais je crois très sincèrement. Alors ça, vous posez le problème de abstention piège à con ou élection piège à con. C'est clair quand même, en général. Qu'est-ce qui reste au peuple ? Parce que c'est très joli, nous sommes le ministère de la parole, ici. Mais qu'est-ce qui reste au peuple ? Si on fait pas de référendum, et qui décide de faire le référendum, c'est le pouvoir. Qu'est-ce qui reste au peuple, sinon de voter ? Le vote au présidentiel, c'est le seul moment, c'est la mère des batailles, et c'est le seul moment où les Français, mais ils sont tellement désinformés, manipulés à tout instant, qu'ils votent toujours pour leur bourreau. Ça a été le cas de Macron 2 fois, Hollande, Sarkozy, Chirac avant. Rappelez-vous 2002 avec le retour de la peste noire en 2002. Enfin bon, et on a eu Chirac, et Chirac il a été toujours dans le sens également de... Lucien Cerise. Oui, qu'est-ce qui nous reste effectivement ? Alors donc vous mentionnez donc les élections présidentielles, absolument. Mais il y a quand même des scrutins locaux par exemple aussi qui peuvent permettre d'endiguer en quelque sorte le mondialisme. Il y a quand même des maires des maires dans les municipalités qui font du bon travail. Moi, je suis moins en fait sceptique concernant le système électoral. On entend beaucoup parler de trucage avec le vote électronique, par exemple. Ça, c'est un risque. C'est vrai. Il risque. Voilà, mais bon, c'est globalement. Si on regarde, si on fait par exemple le dépouillement là, dimanche soir, je fais le dépouillement. Je participais en tant que scrutateur. Globalement, je dirais. On a le droit de signaler si on a observé un trucage. En fait, personne n'observe. Il n'y a jamais de signalement ou très très rarement. Donc en fait, il y a des bourrages durs. Mais les trucages sont pas faits dans les bureaux. Les trucages sont faits au carrefour du ministère de l'Intérieur.
Il y a des cellules spéciales pour ça. On peut comparer les résultats proclamés par le ministère sur le site du ministère de l'Intérieur avec les résultats réels. Là, pour le coup, en fait, avant tout trucage possible, c'est-à-dire en fait dans les bureaux de vote ou au bureau de vote centralisateur. Les assesseurs devraient être au ministère de l'Intérieur et non pas dans les bureaux de vote, selon moi. Oui. Voilà, en tout cas, qu'il y a une réforme à apporter. On vous départagera pas là-dessus, mais c'était très important et de parler de l'Europe et de parler de cette guerre hybride. Et encore une fois, je vous renvoie au livre de Lucien Cerise sur la guerre hybride de l'OTAN, Culture et Racines, et au livre de l'Eurovision pour les peuples, le patriotisme ou la banqueroute. Encore une fois, ayez question à tout, ayez lecture à tout. Merci Bernard Monod d'avoir été avec nous. Merci Lucien Cerise d'avoir été avec nous. André Berkoff, on se retrouve demain entre midi et 14h. Vous recevrez Patrice Franceschi pour le face-à-face. Tout de suite, c'est Brigitte Lahaye sur Sud Radio. À demain. Avec terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes.